on s'est séparé en deux parties avec Jean-Marc, qui est effectivement le meilleur échographiste du monde. Et donc, on va commencer par quand prescrire une échographie fertilité, et puis après, Jean-Marc évoquera le côté endométriose et le côté réseau. L'objectif pour moi, c'est d'être vraiment très simple pour bien orienter la prescription. Alors, 3 messages simples. Quand est-ce que la question de la fertilité se pose? Quand prescrire l'échographie, donc, et puis comment la prescrire? Alors, quand la question de la fertilité se pose, d'abord, je voudrais juste dire un petit mot pour dire que ça ne concerne pas que les femmes, et il faut également vraiment intégrer parfaitement vos patients dans ce questionnement, parce que ça impacte aussi sur la fertilité des femmes, en particulier le retard au projet de conception. Et donc, en gros, au cabinet, vous allez vous retrouver dans deux situations principales. Une situation où il y a un projet de conception qui est évoqué avec vous, qui est mis en avant par un patient ou une patiente. Et puis, une situation où le projet n'est pas évoqué. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous retrouver dans la situation de pouvoir donner des informations et également de faire la prévention. Donc, dans la première catégorie où il y a un projet de conception qui est évoqué, je crois que pour rester assez simple, il y a deux sous-situations. La première étant qu'il y ait une infertilité existante, c'est-à-dire plus d'1 an d'essai de bébé infructueux, ou bien qu'il y ait un antécédent à risque d'infertilité, comme par exemple un antécédent de grossesse extra-utérine, une salpingectomie bilatérale, un antécédent de chimiothérapie, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et puis les situations où le projet de grossesse est évoqué, mais où il n'y a pas d'infertilité à proprement parler. Donc, quand il y a le questionnement sur la fertilité et qu'il existe une infertilité, l'échographie pelvienne pour madame et du spermogramme pour monsieur. Et j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, les recommandations sont de prescrire ce bilan dès 6 mois d'essai infructueux pour la femme qui a plus de 35 ans. Donc, une femme qui a plus de 35 ans, finalement, on va attendre que 6 mois d'essai infructueux avant de lui proposer un bilan. Et donc voilà, donc quand il y a une infertilité existante, 1 an avant 35 ans, 6 mois à partir de 35 ans, bilan immédiat, échographie pour madame, spermogramme pour monsieur, et la prescription du spermogramme pour monsieur, c'est spermogramme et spermoculture, avec une abstinence de 2-3 jours et un laboratoire agréé pour la PMA. Alors, dans la situation où il n'y a pas encore d'infertilité constatée, la première question à se poser vraiment, et c'est une question qui est assez simple et ça revient un petit peu sur le topo du docteur Brie juste avant, c'est est-ce que l'ovulation a lieu régulièrement? Et en gros, je crois qu'il faut rester simple, la question, elle surtout autour de la régularité, quand même, la grande majeure partie des cas de l'infertilité féminine. Et puis, dans ces cas-là, on va prescrire le bilan hormonal dont a parlé le docteur Brie, donc je ne vais pas revenir dessus. Je rajoute juste que la testostérone, on n'a fait que s'il y a vraiment des signes d'hyperandrogénie. Et le dosage de la progestérone, on l'a fait si on ne fait pas le bilan au 3e jour du cycle pour des femmes qui auraient des cycles qui sont vraiment trop irréguliers et on ne veut pas attendre qu'elle ait un retour de règles éventuel pour faire son dosage hormonal en début de cycle. Alors, dans la situation où les cycles sont réguliers, donc on peut imaginer que l'ovulation a lieu régulièrement, dans ce cas-là, on va plutôt s'orienter sur une pathologie mécanique ou une pathologie de l'examen du sperme. Et s'il n'y a aucun facteur négatif, eh bien, on va rassurer, on va donner
des conseils, contrôle du poids. On va également donner des conseils sur le ciblage des rapports sexuels. Rappelez qu'il n'y a finalement qu'une fenêtre dans le cycle. C'est pas tout le temps dans le cycle qu'il peut y avoir une grossesse. On va bien sûr prescrire l'acide folique 0,4 mg, c'est le minimum recommandé. Et puis, on va discuter avec le patient, la patiente à ce moment-là, d'une expectative de 6 mois ou 12 mois en fonction de l'âge et également en fonction d'inquiétudes. Alors parfois, il y a des demandes vraiment particulières, il peut y avoir des inquiétudes qui sont fixées par l'histoire de vie, par l'histoire personnelle ou un stress qui est lié à l'organisation professionnelle. Il peut y avoir une demande de faire ce bilan dès le projet, avant même qu'il y ait des essais bébés. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas refuser, il ne faut pas dire on attend systématiquement 6 mois ou 1 an avant de faire des examens, tout simplement. Pourquoi? Parce que les examens qui sont réalisés en première intention, c'est des examens simples et non invasifs qui peuvent permettre de rassurer ou de dépister des causes avant d'attendre trop longtemps, et en particulier sur les patientes qui ont passé 35 ans. Et puis l'autre chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que la nouvelle loi de bioéthique, donc depuis août 2021, autorise maintenant les couples de femmes et les femmes seules à concevoir. Et donc, à ce moment-là, c'est bien d'anticiper l'inscription dans un centre de don de sperme parce qu'il y a de l'attente. Donc, que ce soit des choses qui puissent être également discutées et conseillées en amont du désir immédiat de grossesse. Alors, dans la deuxième situation, qui est certainement un petit peu plus compliquée à aborder, c'est celle où le patient, la patiente n'évoque pas avec vous un projet de conception, mais vous voyez le temps qui passe, et il y a un rôle du médecin traitant sur l'information et la prévention. Et donc, je pense que c'est bien de savoir aborder à un moment ou un autre du suivi d'un de vos patients. Est-ce qu'il y a une grossesse qui est envisagée dans le projet de vie, et en particulier essayer de le faire de manière régulièrement et peut-être un peu plus intensivement autour de 30-33 ans pour les femmes et 35-38 ans pour les hommes, parce que ça reste une période de fertilité qui est excellente, et puis surtout ça va permettre éventuellement de discuter l'intérêt d'une préservation de la fertilité qui a également été mis en place par la nouvelle loi de bioéthique, c'est-à-dire la possibilité de conserver ses ovules ou de conserver ses spermatozoïdes avec un âge qui est limité à 37 ans pour les femmes et 45 ans pour les hommes. Mais c'est surtout pour les femmes que c'est important, parce que certainement que 37 ans c'est déjà un peu tard, et que si on veut faire une conservation des ovocytes, l'idéal est quand même de le faire avant 35 ans. Je pense aussi que c'est important d'aborder ce projet de la fertilité quand il y a une pathologie qui est présente, parce que celle-ci peut impacter sur les chances de grossesse, et puis aussi parce que parfois il y a des traitements qui doivent être adaptés au moment où la grossesse devra être lancée. Donc c'est bien que la question advienne en amont. Et puis ces facteurs de risque que vous connaissez sur des pathologies chroniques, qui sont également présents sur la fertilité, en particulier le tabac, qui va avoir un triple effet qui se coule, qui va donc diminuer les chances de conception quand la femme fume, qui va avoir un impact sur la santé des bébés, et qui va également avoir un impact sur la réserve des ovaires. Donc les femmes qui fument sont ménopausées 2 ans plus tôt, elles ont une réserve des ovaires, une réserve en follicules qui est diminuée de 15% par rapport à celles qui ne fument pas. Et puis je pense aussi, c'est le rôle du médecin traitant d'informer aussi sur la possibilité de la préservation de la fertilité médicale quand il y a des pathologies, comme par exemple de l'endométriose, en particulier avec une atteinte ovarienne, ou des traitements toxiques. Et puis cette possibilité de préservation de la fertilité non médicale. Et donc je pense que proposer au moins une échographie une fois dans la vie d'une femme entre 30 et 33 ans, je pense que c'est une bonne chose pour dépister des pathologies, et puis aussi pour avoir ce questionnement-là autour de la fertilité avant que les femmes nous reprochent qu'on leur a informé trop tard. Donc là, je vais pas. Là, ça vous l'aurez dans le diaporama. C'est juste pour avoir vraiment une idée des chances de conception à chaque mois, et vraiment insister
sur cette baisse avec l'âge et avoir bien des chiffres en tête, à la fois pour rassurer les femmes et les hommes pour leur dire que finalement c'est normal que la grossesse elle n'arrive pas dès le premier ou le deuxième mois parce que le délai moyen de conception, il dépend de l'âge, c'est 6 mois en moyenne, mais ça va être 3 mois à battant, ça va être 1 an à 38 ans. Donc il faut relativiser ces essais bébés qui seraient infructueux. Alors, comment prescrire l'échographie? Si on se place dans la situation qu'il existe une infertilité ou qu'il y a un projet actuel de conception, dans ces cas-là, il faut faire ce qu'on appelle le fertility scan, c'est-à-dire une échographie dédiée à la fertilité. Et donc, votre ordonnance, c'est écho-doppler pelvien par voie endovaginale avec IFOSI. L'IFOSI, c'est l'hystérosalpingographie, c'est-à-dire que c'est le test de perméabilité tubaire à l'échographie qui est le test de première intention aujourd'hui en raison de sa bonne tolérance. Et de sa très bonne spécificité, c'est-à-dire que si ce test est positif, à 99%, les trompes sont perméables, donc c'est un bon test de dépistage. Un point un peu moins sensible, c'est-à-dire que s'il y a un blocage des trompes au niveau de ce test à l'échographie, il n'y a que vraiment 50% d'obstruction, mais ça permet quand même déjà sur 80% des femmes, avec un examen simple qui se fait dans le même temps que l'échographie, de pouvoir avoir ce test sans subir une hystérosalpingographie. Et donc sur cette échographie, c'est très important qu'il y ait plusieurs éléments, qu'il y ait le compte et la taille des follicules, donc pour avoir une idée de la réserve ovarienne, qu'il y ait une coupe frontale de l'utérus, qui est la coupe standard, qui permet de s'assurer que la cavité utérine est parfaitement normale et qu'il n'y a pas de processus intracavitaire comme un polype ou un fibrome qui aurait un impact négatif ou une malformation, comme une cloison utérine qui pourrait nécessiter d'être opérée pour éviter des complications obstétricales ultérieures. Également, une analyse de la maturation folliculaire et endométriale qui va permettre de confirmer qu'a priori les cycles sont bien ovulatoires, avec un endomètre qui est bien réceptif. Un dépistage de l'endométriose, on va revoir ça avec Jean-Marc, et puis le test tubaire. Et donc cet examen-là, il est à faire autour du 8e jour du cycle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de faire des échographies et de prescrire des échographies en tout début de cycle où les femmes ont leurs règles. D'abord, c'est des échographies qui sont plus douloureuses parce que l'utérus est plus contractile. Ensuite, c'est souvent gênant et inconfortable pour les femmes et ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Ça fait que en retirer puisque à ce moment-là, au début de cycle, on ne voit pas la maturation folliculaire. Alors, juste parce que je ne suis pas certain que vous connaissiez tous l'existence de ce test tubaire, pour vous montrer à quel point c'est simple. Donc, on pose à la suite de l'échographie, on fait monter un petit cathéter à l'intérieur de la cavité utérine, et puis on infuse une mousse hyperéchogène très blanche qu'on voit, et on va suivre le passage de cette mousse dans la trompe, et vous voyez, on va voir cette mousse qui sort. Donc, vraiment, le VA moyen est à 2,5, 3, et ça permet, là c'est en temps réel, donc vous voyez en quelques secondes, on a vu que cette femme a donc une trompe gauche qui est parfaitement perméable. On va regarder, voilà, on voit ici, on va vérifier que, voilà, on va voir l'ovaire. Voilà, on voit le produit qui a diffusé partout dans le ventre autour du tube digestif. Et puis, on va regarder l'autre trompe. Donc ça, c'est vraiment l'examen de première intention aujourd'hui pour voilà, vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction tubaire. L'obstruction tubaire, c'est la deuxième cause d'infertilité féminine, 25% des femmes. Et vous voyez, de ce côté, on voit bien la trompe. Là, on voit là ici, c'est l'utérus. La sortie, ce côté-là est un peu plus droit. Et la femme avait un petit peu d'eau dans le ventre, ce qui est tout à fait physiologique. Et vous allez voir, hop, ça fait un petit geyser. On voit la mousse qui sort très bien. Donc, on peut rassurer cette femme. Vous voyez, là, ça fait une vidéo de 1 minute 20 qui est donc c'est très rapide.
Alors, la deuxième situation, c'est celle où il n'y a pas de projet de conception immédiat. Donc, dans ces cas-là, on est plutôt dans une perspective de prévention et d'information. Et c'est là où pourra être discutée la mise en œuvre du projet de conception à un âge qui permet de donner de bons résultats ou d'envisager une préservation de la fertilité. Et donc, dans ces cas-là, c'est la même échographie qu'il faut prescrire, mais le test tubaire n'est pas utile à ce moment-là. Il vaut mieux le garder au moment où il y a un démarrage du projet de conception. Cette échographie simple sans le test tubaire permet déjà un dépistage de la plupart des anomalies féminines. Alors, on a mis en place à Créteil un fertilité check-up, c'est-à-dire un bilan de fertilité standardisé qui comprend cette échographie FertiliScan, mais qui est un peu plus large et vraiment orienté dans le sens de faire de la prévention et de répondre aux questions des patients, parce que aujourd'hui, les jeunes générations programment leur vie et ont vraiment ce besoin-là, souvent un questionnement de savoir est-ce que je m'engage dans un projet professionnel, est-ce que j'ai mon projet de conception tout de suite, est-ce que je suis bien dans ce couple-là, je peux attendre que mon compagnon ait également un projet. Donc il y a beaucoup de questionnements et aussi parce que à travers les médias et les informations, on renvoie cette idée d'horloge biologique qui est quand même assez stressante pour les femmes. Et donc à côté du FertiliScan, on a un questionnaire assez complet qui reprend tous les antécédents, etc. Et puis un entretien vraiment personnalisé qui peut durer 30 minutes, 40 minutes, parfois 1 heure en fonction des questionnements pour faire le retour sur le résultat de l'échographie et puis donner les informations concernant la préservation de la fertilité, l'augmentation des chances de grossesse. Et on a évalué donc ce check-up parce que donc on a maintenant 4 ans de 4 ans de pratique et donc les messages clés sont sur ma diapositive.